à notre panel, notamment pour ceux qui ont fait un long voyage. Alors, nous allons parler effectivement de plans de renouvellement des flottes ultramarines. Le sujet est la question de l'aide, des aides pour l'acquisition de navires de pêche. Comme vous le savez, ces aides n'existent plus sur l'ensemble des segments de flotte, à l'exception des territoires ultramarins. Alors, juste présenter rapidement le panel qui est là aujourd'hui. Alors, on va commencer par monsieur, puisqu'il est en bout. Voilà. Donc, Loïc Lenné, qui est administrateur général donc des affaires maritimes. À côté de lui, Madame Ribaud, Sylvie Ribaud, qui est chef du bureau d'économie des pêches à la DPMA. Caroline Thon, qui est chargée de mission au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Nous avons également invité des Açoriens, voilà, qui sont à ma gauche. Donc, M. Gualberto Rita Amaral, qui est le président de la Fédération des pêches des Açores, et qui est assisté de Daniela, son assistante. Voilà. Et ensuite, à ma droite, donc, venant des territoires ultramarins, M. Charles Agathe, qui représente le comité régional des pêches maritimes de la Martinique, et M. Georges Michel Caram, qui lui représente le comité régional des pêches et le président du comité régional des pêches de la Guyane. Nous aurons également par Skype, par communication Skype, Nicolas Ibon, qui est lui le secrétaire général du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de l'île de la Réunion. Voilà, notre panel est là. Alors, peut-être juste rapidement, avant de passer la parole aux intervenants, un petit mot sur ce que sont les régions ultra-périphériques. Alors, il y a 9 régions ultra-périphériques, dont une majorité qui relève de la France. Hein, donc, on a la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Mayotte, la Réunion, Saint-Martin, les Canaries, les Açores et Madère. Voilà. Alors, on a effectivement sur cette carte un petit panel des différentes flottilles sur ces territoires, mais comme nos intervenants de toute façon vont eux-mêmes présenter leurs besoins et l'état de leur flotte, juste rapidement, en Guadeloupe, c'est 741 navires à peu près de moins de 12 mètres, hein, essentiellement des yawls, ce qu'on appelle des saintoises, des yawls non potés, de petite taille, une moyenne d'âge de 17 ans. Hein, mais un petit peu plus vieux pour les plus petites unités. Et c'est à peu près en plus aussi 83 navires de plaisance qui également commercialisent leur capture. En Martinique, c'est près de 900 navires, hein, dont une majorité également de moins de 12 mètres. Et il faut noter que plus d'un tiers de ces navires sont également jugés, en tout cas estimés être inactifs. Voilà. Et on a un âge moyen de la flotte à peu près 17 ans. En Guyane française, on est plutôt sur 130 navires de moins de 12 mètres, donc qui pratiquent des arts dormants, hein, essentiellement des tapouilles qui ne sont pas pontés, hein, dans les segments des 9-12 mètres, et qui ont une douzaine d'années de moyenne d'âge. Et il y a également une particularité, alors M. Caram me reprend, me dit 25 ans. Il y a également 21 chalutiers crevettiers congélateurs qui sont des crevettiers à tangon, donc on en parlera puisque c'est une particularité sur ces segments de flotte, avec une moyenne d'âge effectivement de 24 à 25 ans, et également des ligneurs, mais qui sont eux des ligneurs vénézuéliens qui viennent pêcher, débarquer en Guyane française. Voilà. Bon, on a aussi Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy. La Réunion, 233 navires à peu près, dont une très forte diminution de la flotte, hein, puisque il y avait plus de 300 navires dans les années 2000. Donc ce sont des unités également de moins de 12 mètres. Quelques petites unités de 12 à 24 mètres. Voilà, et autrement des activités qui ne sont pas liées à la pêche artisanale, mais sur des activités de pêche australe, c'est pas le sujet du jour. On a aussi dans les territoires qui ne sont pas mentionnés ici, hein, qui sont concernés par le renouvellement de la flotte, le territoire de Mayotte, voilà, où sont essentiellement des pirogues très nombreuses, mais on
on est très loin de la situation. Déjà, on le verra, il y a effectivement des différences entre les différents territoires. Et à Mayotte, on est encore plus loin de tout ça, avec très peu de pêcheurs en plus qui pratiquent. Voilà, et Monsieur Gualberto, lui, nous parlera un petit peu plus tard de la flotte des Açores. Alors, je vais maintenant passer la parole à Madame Ribaud, puisque peut-être pour nous rappeler un peu le contexte de cette décision d'aider certains segments de flotte dans les régions. Ça fonctionne, oui, dans les régions ultra-périphériques. Je vous en prie. Parlez bien devant. J'ai le micro là. Oui, parlez devant, bien devant. Voilà. Bonjour. Donc, pour vous rappeler un peu le contexte historique de ce renouvellement de la flotte. Donc, de façon générale, le renouvellement de la flotte, c'est un point prioritaire pour la métropole et pour les DOM, plus particulièrement pour les DOM, pour des raisons à la fois de sécurité des hommes, d'emploi, de gestion de la ressource et d'aménagement du territoire. Donc, le cadre juridique, jusqu'à maintenant, était très contraignant, avec un règlement soit FEP, soit FEAMP, qui interdisait les aides communautaires à la construction de navires, et avec des règlements qui interdisaient aussi toutes les aides nationales, que ce soit des aides exemptées ou des aides de minimis. Donc, toutes les nombreuses demandes qui avaient été portées par la France, notamment la dernière était pour Mayotte, en montrant que les flottes étaient d'un niveau en deçà des normes européennes, avaient été refusées par la Commission sous les différents motifs. Un motif de méconnaissance de la ressource, un motif de négociation sur les subventions à la pêche à l'OMC et un motif de précédent. Alors, suite à ces différentes démarches, le rapport d'initiative parlementaire Rodustre, le Parlement européen, a posé le problème de la gestion des flottes dans les DOM et a été voté en avril 2017 en demandant à la Commission de mettre en place des mesures de soutien pour permettre le financement de la pêche artisanale et traditionnelle dans les rues. Donc, ce rapport a été très important puisqu'en fin de compte, il reposait explicitement la question du renouvellement de la flotte. Alors, il est quand même à noter que ce rapport précisait que le renouvellement devait rester dans les limites de la capacité autorisée, se limiter au remplacement de 1 pour 1 et assurer la durabilité de la pêche pour permettre d'atteindre le RMD. Alors, à la veille de la conférence des présidents de RUP en Guyane en octobre 2017, la Commission a publié sa communication relative au partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les RUP de l'Union européenne. Cette communication était tout secteur, mais elle abordait la discussion relative au renouvellement de la flotte dans les DOM. Et dans le cadre de cette commission, la Commission s'est dit prête à envisager la construction de navires de pêche sous réserve de conditions garantissant une pêche durable. En résumé, la relative ouverture de la Commission s'articulait sur un plan global permettant de concilier à la fois la modernisation et la préservation de la ressource, renforcement des données, mesures de gestion. Alors, c'est dans le cadre de cette communication que le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Outre-mer ont demandé début 2018 à une mission d'appui conjointe IGAM-CGAER de définir ce que pouvaient être les conditions de l'aide publique pour le renouvellement de la flotte dans chaque DOM. Pour les deux ministères, il s'agissait effectivement, dès que cette publication de communication a été faite, de ne pas perdre de temps et de commencer à réfléchir sur ce que pouvait être pour les DOM français, pour les DOM, le renouvellement de la flotte. Alors, ce rapport que Loïc va présenter a été remis en juin 2018 et il a défini les grands axes et les principes du renouvellement au niveau national pour les DOM. Il a proposé des axes de recherche scientifique, de connaissance des données, des axes de connaissance des quantités prélevées, des navires adaptés aux besoins de chaque DOM et un financement public centré sur des segments tout à fait ciblés. Du coup, voilà, on reviendra, merci beaucoup, on reviendra plus en détail justement sur les suites à donner à cette étude. Donc, Loïc Lenné, vous êtes un des
un des rapporteurs, effectivement, et même des metteurs en scène de cette étude. Cette mission interministérielle, donc, on le rappelle, interministérielle parce que c'était le ministère des Outre-mer et le ministère de l'Agriculture. Vous l'avez menée dans quel cadre, avec quelle approche? Je pense que c'est important d'en parler. Et ensuite, effectivement, comme on le rappelait, l'objectif de cette étude étant d'examiner des conditions qui permettront effectivement un renouvellement efficace des flottes ultramarines. Quels sont les critères que vous avez pris en compte et comment vous y êtes-vous pris sur le terrain? Bien, bonjour à tous. Donc cette mission, elle était une mission assez. On devait faire cette mission dans un délai de temps contraint. Pour compléter un peu ce qu'a dit Sylvie, quand il y a eu cette ouverture de la commission, il était bien prévu que ce dispositif devait se mettre en place entre les deux, la réforme des fonds structurels que l'on attend, je crois que c'est en 2021, Sylvie, et 2019. Donc c'était un plan qui devait être un peu un plan coup de poing, mis en œuvre rapidement pour un segment assez précis. La lettre de mission était d'ailleurs très précise qu'on nous a donnée. D'ailleurs, on s'est même pas complètement tenu à la lettre de mission, j'en reparlerai, parce que dans la lettre de mission, on nous demandait de ne pas travailler sur les flottes chalutières. Et on a quand même regardé la flotte crevettère en Guyane, dont je parlerai, en estimant qu'il fallait attirer l'attention des ministres sur cette flotte particulière. Plus généralement, cette mission, elle concernait les 5 DOM. Et pour répondre à votre dernière question, l'esprit de la mission de François Aviel et puis de moi-même, ça a été de se coller sur le terrain et sur 2 choses principales. Parce que dans ma carrière et dans celle de François, on a appris tous les deux que premièrement, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'hommes. Et deuxièmement, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de ressources. Les financements des navires, les navires ne fonctionnent que s'il y a des hommes pour les patronner et des équipages. Et on sait tous que dans nos départements d'outre-mer, c'est le principal problème. Il y a peu de marins formés, il y a des gens qui travaillent dans des conditions qui sont des conditions très difficiles et plus acceptables pour les jeunes, sur les yoles par exemple. Et il y a un renouvellement des populations de marins qui est un peu aléatoire. Le deuxième point, c'était la ressource, où là, il y a un problème prégnant de ressources sur les DOM, très différent selon des DOM, parce que quand on vous dit que vous faites une mission sur 5 DOM, ça veut dire que vous faites 5 missions. On ne peut pas traiter la Guyane, qui est un dôme continental avec un grand plateau continental très riche en ressources, où il y a du poisson, des secteurs même entiers qui sont pas vraiment exploités. Je parle sous le contrôle du président Cam, mais entre les bateaux qui pêchent à la côte sur la Coupa et qui pêchent au filet et les ligneurs vénézuéliens et les quelques caseilleurs martiniquais qui pêchent le poisson rouge sur le tombant, il y a toute une zone où il y a des espèces qui sont pas du tout exploitées. Et c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe et même à La Réunion, où là, on a des départements d'outre-mer iliens, sans plateau continental, où la ressource de la côte est quelquefois impactée par des événements assez terribles comme le chlordécone. Donc on peut plus pêcher dans certaines zones, et où il faut aller chercher du pélagique, aller chercher des poissons pélagiques, et là où on se retrouve dans d'autres contextes qui sont aussi très compliqués. Donc c'était les 2 axes de la mission, les hommes et la ressource. Vous avez aussi évoqué, lorsque nous avons discuté, la notion on va dire, d'efficacité, de pragmatisme et pour une décision, ou en tout cas un dispositif qui devait être provisoire et à mettre en œuvre extrêmement rapidement. Donc, est-ce que effectivement, c'est aussi cette connaissance du terrain et cette envie dans votre démarche d'aller coller au plus près du terrain pour avoir des réponses
pragmatique et efficace. Vous m'avez parlé aussi de s'appuyer sur les retours et ne pas reproduire les erreurs du passé. Oui, c'est un peu ce qui a conduit la mission. C'était notre lettre de mission. Il fallait un dispositif, donc un peu comme je l'ai dit, coup de poing pour avoir des financements assez rapides avant 2021. Donc quelque chose qui collait au terrain, parce que derrière, on sait très bien que dans les DOM, on met quelquefois des dispositifs en place, mais les dossiers sont pas forcément déposés. Je prendrai le cas le plus extrême, c'est celui de Mayotte, où à Mayotte, il y a quand même eu des dispositifs très généreux d'aide publique à la construction et il n'y a pas eu de bateau de fait. Il n'y a pas eu de bateau de fait. Pourquoi? Toujours parce qu'il n'y a pas de patron ou les patrons ne peuvent pas avoir de financement parce qu'il y a des problèmes quelquefois de soutien par le secteur bancaire. Il y a une pêche informelle très forte. Il y a encore maintenant, et ça on s'est inscrit en contre complètement dans notre mission, il y a un manque de transparence, même dans l'activité des professionnels. J'ai toujours dit dans ma carrière, et pas seulement j'ai été dans les départements d'outre-mer, j'ai été directeur en Martinique, mais j'ai été en métropole dans beaucoup de postes sur le terrain. J'ai toujours dit au patron pêcheur, un patron pêcheur qui ne remplit pas ses logbooks et qui ne déclare pas ses captures, c'est pas un patron pêcheur. Il n'existe pas pour la Commission, il n'existe pas pour l'Europe. Il faut avoir des déclarations de capture, des suivis statistiques des captures qui aident au suivi de la ressource. Parce que c'est l'autre point faible dans beaucoup de nos départements que nous opposait la Commission. La Commission, au début de la mission, n'était pas très ouverte à ouvrir des aides publiques à la construction. Hein. On a eu quand même à convaincre les services de la Commission d'aller dans le sens que demandait le Parlement. Et donc, c'était tous ces bases structurelles de la pêche qui étaient à retravailler. Et on en a parlé avec les patrons. On est allé voir d'abord, on s'est basé sur les organisations professionnelles. On a essayé de parler avec des patrons directement, aussi avec des constructeurs de navires, et pour essayer de mettre quelque chose en place assez rapidement. Alors du coup, les conclusions de ce rapport, après avoir votre rapport en fait conclut à quoi? Clairement, en termes de segment de flotte, hein, je lisais la synthèse que vous en avez faite. Du coup, on parle effectivement de navires, mais des cibles des niches en fait, hein, un certain nombre de niches, et surtout, comme vous venez de l'évoquer, et on comprend pourquoi, des navires donc adaptés aux besoins locaux. Alors concrètement, quelles sont les conclusions de votre étude? Il nous est apparu à François et à moi que les demandes des patrons et des patrons formés pour commander des navires se situaient très majoritairement, je parle des DOM iliens d'abord, je mets la Guyane, je vais revenir sur la Guyane après, sur les DOM iliens se situaient dans un segment de 9 à 12 mètres. Parce que sur les 9 à 12 mètres, on avait des hommes qui pouvaient les armer, qui avaient la compétence. On pouvait avoir des équipages. Ça permettait de sortir de navires trop petits et trop peu confortables. Vous savez, quand vous êtes sur une yole de 7-8 mètres, que vous allez quelquefois à 80-90 000 et même plus au large avec des moteurs hors bord, vous cassez le dos sous le soleil tropical, sans protection, sans aucun confort pour les marins. Faut pas s'étonner qu'après, on n'ait plus de jeunes qui veulent faire marin-pêcheur. Donc, notre idée, c'était, en se basant sur des études qui avaient été faites par le comité des pêches, c'est de mettre en place des navires de 9-12 mètres qui permettent d'abord de se sortir de l'exploitation des ressources côtières qui sont plus ou moins surexploitées, et quand elles sont pas surexploitées, elles sont impactées par le chlordécone, par exemple. Donc, on pouvait pas baser un plan, présenter un plan à la commission qui ne visait pas vers un redéploiement vers le large. Ça n'aurait pas été accepté. En plus, il fallait pas non plus négliger les problèmes sur le large. On sait que sur le large, même sur les ressources pélagiques, il y a certaines espèces, je vais citer rapidement le macaire bleu, le marla bleu en Martinique, où il y a des problèmes au niveau international. Donc, ça nous a amené à conclure que pour les trois départements
les 4 départements iliens, il fallait aller plutôt sur la tranche des 9-12 mètres avec des bateaux plus modernes et plus faciles à exploiter, qui conservent mieux le poisson aussi pour la commercialisation. Ça c'est pour les Domiliens. Pour la Guyane, la situation était un peu différente. Parce que la Guyane, comme je disais, il y a une ressource qui est beaucoup plus importante. On peut, sur certains créneaux, même développer de la pêche sur des sur des ressources qui sont pas du tout exploitées. Donc là, on a préconisé aussi les 9-12 mètres parce que ça correspond au renouvellement d'une flottille existante. On a préconisé éventuellement de faire des expériences sur des navires un peu plus gros jusqu'à 16 mètres et surtout on a demandé, on réfléchisse au renouvellement de la flottille crevettière parce que on n'a pas voulu occulter les problèmes de ressources. Il y a beaucoup de problèmes de ressources sur la crevette. On sait que la crevette, même si les quantités pêchées sont beaucoup moins importantes qu'il y a 20 ans, la flotte elle a été réduite par 3 depuis 20 ans, il y a une modification des eaux, peut-être liée au changement climatique, à des rejets de l'Amazone. On sait pas, Ifremer ne sait pas vraiment. La crevette a un problème, mais on pensait que les bateaux qui sont anciens, qui sont 21 bateaux anciens, pouvaient être utilement remplacés par une flottille beaucoup plus restreinte d'une douzaine de bateaux, mettons, mais bateaux modernes, moins impactants sur l'environnement, parce que les pêches crevettières, il faut quand même bien regarder l'impact sur l'environnement, même s'il est maintenant assez maîtrisé en ce qui concerne les tortues, avec les dispositifs, il y a quand même un impact sur l'environnement, et surtout sur du traitement de la crevette et du poisson de pêche accessoire qui puisse être bien valorisé, toutes ces ressources. Donc voilà ce que l'on a préconisé globalement. Votre étude, donc vous disiez tout à l'heure que vous aviez également rencontré des chantiers, donc vous aviez bien consulté l'ensemble des professionnels, l'ensemble des parties prenantes, des chantiers, des industriels. Est-ce que sur cet axe-là, puisque nous sommes dans le cadre d'un salon professionnel où effectivement il peut y avoir aussi des solutions techniques de proposer, est-ce que les infrastructures ou la capacité à faire sur chaque territoire a été également prise en compte? Est-ce que c'était une donne qui était prise en compte, puisqu'on entend les différents territoires aussi exprimer une difficulté non seulement à renouveler, mais déjà à pouvoir apporter la part locale à l'acquisition d'un navire, puisqu'on est sur des territoires qui connaissent des difficultés économiques où le niveau de vie, on le sait, est plus bas qu'en métropole. Donc, est-ce que ça fait partie aussi des critères du cadre de votre étude? Oui, on a étudié avec François Veil, on a étudié ce côté très particulièrement parce que ça nous paraissait important. Dans le contexte d'un plan forcément d'une ampleur assez limitée, parce que limité dans le temps jusqu'à 2021, donc un plan un peu coup de poing, il fallait pour optimiser les choses, essayer que toute la filière puisse en bénéficier, y compris la construction navale. Donc on est allé voir dans chaque département ce qui pouvait être fait. Je cache pas que c'est assez compliqué et assez divers. Où on a vu quand même les choses qui pouvaient être faites le plus facilement, c'est sur les Antilles. Parce que Guadeloupe et Martinique, il y a un savoir-faire certain sur la construction de petits navires de pêche qui est en train de se perdre. Il y a des tas de petits chantiers, Monsieur Forbin, Monsieur Télamon, je vais pas citer tout le monde, donc les autres mecs, mais il y a des tas de petits chantiers qui traditionnellement faisaient des yolles de pêche et qui petit à petit n'en font plus parce qu'il n'y avait pas de renouvellement de la flottille, donc ils travaillaient pour la plaisance, mais ils ont une compétence en pêche très 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 reconnue. Donc ce qu'on a préconisé, c'est de se baser sur la compétence locale en essayant, il y avait eu des études sur des navires un peu, alors je sais que ça peut être considéré comme quelque chose, on en a parlé tout de suite, quelque chose d'un peu dur, mais des navires un peu génériques, c'est-à-dire faire une série de bateaux, parce qu'on sait très bien que sur un plan limité de ce type de bateau, si on fait un bateau en plastique, par exemple, il faut faire un moule. Le chantier qui va faire le bateau, s'il n'a pas une commande de 15-20 bateaux sur son moule, il va pas faire un moule pour un bateau. Donc on a préconisé qu'il y ait des études conjointes entre Martinique et Guadeloupe, par exemple, pour qu'il y ait un moule qui puisse servir à plusieurs chantiers.
et qui puissent après faire des bateaux. L'objectif étant de faire des économies Voilà. d'échelle. Un dernier point avant de repasser la parole à Madame Ribaud. Dans vos préconisations aussi, est-ce qu'on est allé jusqu'à, puisque vous avez évoqué bien évidemment le renforcement des contrôles, tout ce qui est le respect de la ressource et des règles qui sont des conditions sine qua non aussi exigées de la Commission européenne et de toute façon qui pour la pérennité des activités. Est-ce que on est allé aussi jusqu'à anticiper peut-être une diversification des activités ou la possibilité d'exercer plusieurs métiers, puisque c'est aussi un souhait des territoires, me semble-t-il. Alors, on a naturellement travaillé sur ce sujet parce que la diversification, déjà, c'est indispensable à toutes les pêches. Il y a assez peu de bateaux maintenant qui peuvent vivre sur un seul métier. Il y a en plus dans les départements d'outre-mer des aléas quelquefois sur certaines ressources. Donc il faut que les bateaux puissent quand même être assez polyvalents. Donc, mais c'est pas à des missionnaires comme nous de déterminer vraiment ces choses-là. C'est bien aux patrons pêcheurs qui vont travailler tous les jours. Moi, j'ai jamais fait la pêche en Guyane, jamais fait. Donc on s'est basé vraiment sur ce que nous ont dit les patrons pêcheurs et on a quand même essayé de faire émerger certaines possibilités. Par exemple, je cite sur la Guadeloupe, on sait qu'il y a des possibilités sur le calamar qui sont pas complètement exploitées et qui nous ont paru pouvoir être exploitées, créées, donc peut-être de nouvelles activités, mais toujours en partant d'un navire un peu générique et avec des patrons qui voudraient innover. Il y a quelques patrons qui innovent sur des mini longlines, sur des choses comme ça, et donc il faut se baser sur ces demandes. Et là, les seuls interlocuteurs qu'on peut vraiment avoir pour faire remonter le vrai besoin, ce sont les comités régionaux des pêches qui regroupent ces pêcheurs et les organisations professionnelles. Alors, on les écoutera effectivement tout à l'heure. Madame Ribaud, du coup, alors à l'appui de cette étude qui a été menée, quelle est donc effectivement aujourd'hui la position de l'État français, et puis peut-être nous parler à la fois des choix, du calendrier, du contexte maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, comme le rappelait Loïc, c'est un peu une course contre la montre, hein, c'est un peu ascenseur pour l'échafaud. Donc, à partir du moment où, en juin 2018, on a eu le rapport, la DPMA a d'abord saisi chacun des DOM en leur envoyant le rapport et en leur demandant de travailler sur ce rapport pour établir leur propre plan. Puis, comme on avait l'impression que ça n'allait pas assez vite, nous avons saisi les DM, là c'était en juillet 2018, nous avons saisi les DM en leur demandant d'animer la concertation entre les professionnels et les collectivités. Juste les DM, si vous pouvez... Non, les directions de la mer, excusez-moi. Je vous en prie. En leur demandant d'animer la concertation entre les professionnels et les collectivités locales pour pouvoir faire émerger un plan qui reprenne les préconisations du rapport. Et enfin, fin 2018, à l'occasion du CIMER, le gouvernement a demandé officiellement au préfet de faire remonter ces plans en suivant strictement, c'était cité, les préconisations du rapport IGF et CGAER. Alors, ce que je voudrais dire, voilà, un petit peu, c'est sur les lignes directrices de la Commission, parce que avec la rupture de calendrier, je me suis arrêtée là. Suite à sa communication, la Commission s'était engagée à modifier les lignes directrices qui vont permettre les aides au renouvellement de la flotte. Et donc, fin novembre 2018, nous avons eu ces modifications de lignes directrices. Alors, je voudrais les rappeler parce que je pense que c'est quand même le cadre essentiel. Donc, premièrement, il s'agit d'une aide à l'acquisition de navires et non pas d'une aide à la construction. Et plusieurs exigences sont posées pour que l'aide soit octroyée. La première, c'est que le navire soit conforme à toutes les règles nationales, sanitaires, conditions de travail et santé, règles nationales et règles communautaires. La deuxième, c'est qu'à la date de demande de l'aide, le bénéficiaire soit dans la région domienne, enfin RUP pour la Commission, soit domicilié dans la région dans laquelle il veut construire son nouveau navire. La troisième, c'est qu'à la date de l'octroi de l'aide, le rapport capacité, c'est-à-dire c'est un rapport qui montre l'équilibre entre la flotte
et la possibilité de pêche, les rapports capacité soient remis et concernent les segments sur lesquels on veut construire de nouveaux navires. Clairement dit, c'est que les constructions ne pourront être acceptées qu'à partir du moment où ces constructions concernent des segments qui sont à l'équilibre. Or, pour qu'un segment soit à l'équilibre, il faut qu'on ait une connaissance de la ressource. Et ça, c'est un point faible qu'on a dans nos DOM. Enfin, avant-dernière question, c'est le plafond, respect des plafonds de capacité, mais ça, c'est pas vraiment un problème pour nous. Et enfin, avant-dernier point, c'est l'intensité maximale d'aide publique qui est rappelée, comme l'a cité Loïc, 60% pour les moins de 12 mètres, 50% pour les 12 à 24 et 25% pour les égales et supérieures à 24 mètres. On parle bien de la totalité des aides publiques. Oui, totalité des aides publiques, c'est ça, c'est 60% des coûts éligibles, pour être très clair. Et enfin, dernier point, le navire doit rester immatriculé 15 ans dans sa région d'origine et débarquer toutes ces quantités dans un RUP. Si ce n'est pas fait, il y aura remboursement de l'aide au prorata, soit de la durée, soit du manquement sur les quantités. Alors, je voulais vraiment revenir sur ces impératifs parce que nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un point faible, c'est sur la connaissance de la ressource. On a beaucoup de points sur lesquels on ne pourra pas donner l'assurance à la commission qu'il y a un segment en équilibre. Cette difficulté à avoir accès aux informations données statistiques, ou elle essaie des données statistiques, ou c'est des manques liés à la connaissance scientifique, des études qui n'ont pas forcément été relevées par le rapport. D'accord. Donc, toujours dans notre idée de respecter le calendrier, de ne pas louper l'opportunité qui nous est offerte, en juin 2019, on a rappelé au préfet le calendrier et on leur a rappelé, comme signalait Loïc, que les lignes directrices, elles sont liées à une période de programmation. C'est-à-dire qu'il faut que nos programmes y soient notifiés avant fin 2020. Donc, on a rappelé au préfet et aux collectivités territoriales qu'il fallait absolument que nous soit remonté le programme et le système d'aide que la région allait notifier. Et à ce moment-là, une fois qu'on avait ça, nous, globalement, on faisait toutes les notifications à la DPMA. Alors, cette demande a été rediscutée courant juin à une réunion qui a été organisée par le CNPM à la demande des différents CRPM, réunion à laquelle assistait la DPMA, à laquelle assistaient les professionnels et quelques élus des collectivités locales. Et là, ce qui a été mis en avant, ce qui rejoint aussi l'intervention de Loïc sur l'importance des hommes, c'était que ce qui primait, malgré un calendrier serré, c'était la concertation et l'accord des professionnels sur les plans qui nous seraient remontés. Enfin, pour répondre à notre problème de connaissance de la ressource, la DPMA a engagé une étude avec l'IFREMER qui fait un état des lieux et qui doit porter des préconisations. Alors, j'insiste, c'est une étude qui fait un état des lieux, c'est-à-dire qu'elle ne permettra pas d'avoir des données sur 3 ans pour considérer qu'un segment est en équilibre. Ça sera un point de départ. C'est un début. C'est un début. Et donc, cette étude devrait nous être remise fin 2019. Et à côté de ça, dans plusieurs DOM, se sont engagées aussi des études complémentaires permettant d'affiner les connaissances qu'on a. Sans cette étude adossée effectivement au plan qui doit être déposé urgemment, là, il y a un risque de... Ça ne passe pas. J'insiste, l'étude, c'est un état des lieux. Donc, un segment en équilibre, ça veut dire avoir 2 à 3 ans de données pour pouvoir garantir que l'équilibre entre capacité de pêche et quantité pêchée est respecté. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en matière de notification, ce qu'on pourra dire à la commission, c'est effectivement que pour certaines espèces, on ne dispose pas de données, mais qu'on a engagé un programme. Et c'est ce que nous, on veut pouvoir dire à la commission et négocier avec la commission. Faut pas rêver, ces études sur 3 ans, on ne les a pas. Donc, ce qu'il faudra convaincre, c'est que la commission nous donne ses autorisations de construction sur le fait qu'on s'était engagé dans un programme.
Et enfin, dernier point, c'est effectivement ce que vous nous avez demandé, c'est-à-dire quel est le cadre budgétaire que la DPMA a posé. Alors, le cadre, c'est on applique les taux d'intensité maximale d'aide, c'est-à-dire 60% par exemple pour les navires de plus de 12 mètres. Donc, ce sont les taux maximaux proposés par les lignes directrices qu'on applique. L'intervention de l'État se fait à parité de la collectivité locale, c'est-à-dire si une collectivité locale met 10, nous on mettra 10. Donc ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Et par contre, sur les segments qui ne sont pas ciblés par le rapport IGAM, CGAER, nous, on laissera les collectivités intervenir. C'est-à-dire que, par exemple, sur les plus de 24 mètres, si des collectivités veulent, j'enlève les crevettiers, hein, si des collectivités veulent intervenir, on les laissera intervenir là-dessus. Un point que le ministère de l'Outre-mer est en train d'analyser, c'est la possibilité de défiscalisation. Puisqu'on était parti sur des subventions, le fait que les lignes directrices aient ouvert les aides au renouvellement de la flotte donne des possibilités aussi de défiscalisation pour les achats de navires. Par contre, là, ce qui sera très, très important, c'est que dans les systèmes de notification, il faudra garantir à la Commission qu'on ne dépasse pas les 60% d'aide publique maximum. Donc, on comprend effectivement la position de l'État. On est bien sur un segment moins de 12 mètres avec une aide conjointe, donc à part égale, des territoires et de l'État français, donc à hauteur de 60%, puisque c'est l'aide maximale. Et en ce qui concerne d'autres segments de flotte potentiellement éligibles à des aides, ils ne concerneront donc que les territoires que l'État du coup laisse libre de décider d'aider ou pas. C'est bien ce que j'ai compris. Très bien, merci beaucoup, Caroline. Voilà. Alors on a compris que c'était chaque territoire effectivement qui devait se positionner clairement, mais évidemment. La représentation nationale des professionnels est là pour accompagner. Alors, quel est à la fois votre rôle et puis quelle position, si tant est que vous ayez une position à soutenir et à accompagner, quelle est-elle? Et enfin, comment est-ce qu'effectivement vous allez coordonner ou travailler en relation avec les différents territoires ultramarins? Bien. Bonjour à tous. Je suis Caroline Thon, je suis chargée de mission au Comité national des pêches. Donc c'est l'organisation représentative des pêcheurs professionnels en mer. Donc on représente tous les types de navires et tous les types de pêche. Et donc au sein du CNPM, on a une instance qui est la commission DOM, donc qui traite des problématiques ultramarines pour les pêcheurs des DOM. Donc c'est une commission dont j'ai à charge l'animation. Donc elle se réunit une fois par trimestre et elle permet de regrouper les présidents des 4 comités régionaux des DOM, ainsi que le président de la commission pêche de la Chambre d'agriculture de Mayotte, qui pour l'instant n'est pas encore doté d'un comité régional des pêches. Et elle permet de donner une représentation à un échelon national des pêcheurs ultramarins. Donc cette commission, elle consiste en un espace de débat, d'information, de prise de décision, également d'élaboration d'avis et de réflexions qui sont ensuite portées à la connaissance du bureau et du conseil du comité national. Donc, dans le cas précis du renouvellement de la flotte, les travaux de cette commission et du CNPM en 2018 et en 2019, ça a consisté principalement en des actions de sensibilisation et de transmission d'informations auprès de la Commission européenne et du ministère de l'Agriculture. Et donc, nous, ensuite, on fait des points trimestriels sur l'avancée des travaux sur ce sujet-là. Donc, je vais vous donner les 2 points clés en termes d'étapes sur l'avancée des travaux avec les professionnels. Donc, la première date à avoir en tête, c'est la commission DOM de septembre 2018. Donc, au cours de cette commission, les professionnels ultramarins, ils se sont prononcés sur une position unanime concernant le renouvellement de la flotte. Donc, ils ont souhaité restreindre le renouvellement aux unités de moins de 12 mètres. Et aussi avec les chalutiers et crevettiers de Guyane. Et donc c'est un souhait qui a été porté à la connaissance
de la Commission européenne, du Premier ministre, du ministère des Outre-mer et du ministère de l'Agriculture, par le biais de la rédaction de courriers. Et je précise aussi que cette position unanime, elle correspond en tout point aux préconisations qui avaient été faites par le rapport de la mission CGAER et IGAM. Donc ça a vraiment permis de pouvoir exprimer les besoins et la position des professionnels auprès de l'administration. Et ensuite, le deuxième point clé dans le calendrier, donc c'est la réunion qu'évoquait Sylvie tout à l'heure, c'est la réunion que le CNPM a organisée en juin 2019, et donc qui était une réunion de concertation où il y a eu les présidents de comités régionaux ainsi que le président de la commission pêche de la CAPAM qui se sont déplacés. Il y a eu les représentants aussi des collectivités territoriales, de la DPMA et de la DGOM. Et donc cette réunion, elle a permis de faire une mise au clair sur le calendrier et aussi sur les démarches et les stratégies qui sont envisagées par l'État et par les collectivités territoriales. Et donc ça a aussi été l'occasion de faire un point d'échange de manière concertée avec l'ensemble des acteurs. Maintenant, pour ce qui est du renouvellement de la flotte en tant que tel, en quoi il répond aux attentes des professionnels? Alors les DOM, ils ont tous des spécificités qui sont bien particulières à leur territoire. Mais par contre, on peut trouver des problématiques communes qui permettent d'élaborer un avis consensuel en fait, notamment sur le fait qu'il y a une réelle volonté de vouloir structurer, développer et dynamiser le secteur des moins de 12 mètres, donc qui correspond à une petite pêche artisanale. Surtout par rapport à ce secteur-là, il y a des territoires qui vont avoir des navires qui vont être extrêmement vétustes, par exemple à Mayotte ou en Guyane, donc c'est un fort enjeu. Et en particulier de structurer ce secteur par rapport à une pêche qui peut être peut-être plus intensive et par rapport à des pays aussi qui ont des prix des coûts de production qui sont un peu plus bas et qui peuvent être amenés à faire de la distorsion de concurrence par rapport aux pêcheries ultramarines. Et le deuxième enjeu qui peut être noté, c'est d'éviter de reproduire des erreurs qui ont pu avoir lieu par le passé, par le biais, par exemple, de mesures de défiscalisation en faveur des Outre-mer. Donc voilà, c'était aussi un des messages donc qui ressortait de votre de votre analyse votre rôle aujourd'hui du coup dans le calendrier en réunissant toutes les parties prenantes, est-ce que c'est aussi faire en sorte de tenir le timing? Comment vous pouvez intervenir? Parce qu'on a bien compris que c'était pas vous qui allez décider pour les territoires, mais que vous étiez là effectivement pour porter la synthèse un peu et les dénominateurs communs. Comment, à quelle interface peut-être avec la commission de la DPMA vous pouvez agir, ou est-ce que c'est à eux d'agir directement? Alors nous, en tant que comité national, par le biais de la commission d'hommes, en fait, on assure une coordination entre les comités régionaux et l'administration en partenariat. Donc le fait de se réunir tous les trimestres, ça permet d'avoir une certaine dynamique de travail et d'échanger sur les informations, les avancées qui sont faites en région. Mais après, on porte vraiment un message national, donc qui est celui que je vous ai évoqué pour les enjeux, et je développerai aussi pour ce que ça peut apporter de manière générale dans les territoires. Mais ensuite, les plans de renouvellement en tant que tels sont à faire en local, donc c'est les services déconcentrés de l'État qui ont la main dessus, avec en concertation les comités régionaux des pêches. Donc l'avantage d'avoir un espèce de chapeautage à la fois par l'État et par le comité national, ça permet d'être sûr d'avoir une certaine dynamique et d'avancer sur les travaux de réflexion. Alors justement, vous évoquiez les différents enjeux. On peut peut-être de votre analyse et de ce qui vous a été rapporté, on laissera s'exprimer les représentants des territoires qui sont présents, mais globalement, avec toutes les disparités qui ont été évoquées, les priorités, quelles sont-elles? Des disparités certaines, mais qui sont quand même qui ont quand même une trame commune. Et il en est de même aussi pour les enjeux sur le renouvellement de la flotte. Il y a des enjeux qui sont communs sur l'ensemble des territoires. Déjà, le premier enjeu, je pense, et ça a été aussi évoqué par Loïc Lenné, c'est un enjeu au niveau de l'amélioration de la sécurité à bord pour les navires et la mise en conformité avec la réglementation européenne et la réglementation nationale.
Ensuite, le deuxième enjeu, ça va être l'amélioration des conditions de vie et de travail à bord. Donc, que ce soit en termes de confort pour les pêcheurs, en termes d'hygiène, etc. Troisième enjeu, ça va être la diminution de consommation de carburant. Donc avec des bateaux qui seront plus modernes, une coque repensée, des nouveaux matériaux et des moteurs qui sont moins gourmands aussi en carburant, on peut avoir une diminution de l'impact environnemental et aussi de l'économie au niveau carburant. On peut aussi apporter des améliorations des techniques de pêche. Et ensuite, il y a un fort enjeu aussi sur l'attractivité du métier, puisque de manière générale, dans la pêche, on a de plus en plus de mal à trouver un renouvellement de nouvelles générations pour remplacer celles qui sortent. Et dans les Outre-mer, il y a un deuxième problème qui se pose et qui est primordial, c'est celui du chômage. Puisque c'est des départements qui sont extrêmement touchés par le chômage, et en particulier chez les jeunes, parfois jusqu'à 50% de chômage. Donc le renouvellement de la flotte, là, il a un vrai enjeu. Il peut vraiment apporter une pierre à l'édifice pour ces départements-là. Est-ce que pour autant tout le monde va aller à la pêche? Ça, c'est pas... Alors, je pense que le renouvellement de la flotte peut avoir son rôle à jouer pour en tout cas être plus attractif auprès des jeunes générations et c'est sûr que quand on a un bateau qui est plus vieux que soi, c'est compliqué. Voilà, ça donnerait une meilleure image aussi de la profession, je pense. Et il y a aussi, ça passe par l'amélioration du modèle économique également, en plus des bateaux. Donc le fait que les pêcheurs puissent avoir une polyvalence des métiers qui est déjà pratiquée, mais pas par tout le monde. Et ils pourront d'autant plus être polyvalents. Peut-être sur ces deux autres points, effectivement, à la fois donc la polyvalence en termes de métier ou d'activité de manière générale, c'est ça. Et aussi des navires qui seraient dotés d'équipements ou de solutions, en tout cas permettant une meilleure valorisation, un meilleur traitement des captures pour essentiellement, on en avait échangé, plutôt pour alimenter aussi le marché local, puisqu'on parle essentiellement de ça. Il y a un vrai lien entre le renouvellement de la flotte et aussi la commercialisation à terre, puisque les bateaux plus modernes permettront de mieux valoriser les captures, d'une part, et d'autre part de répondre aussi aux attentes des consommateurs en termes d'impact environnemental et de respect de la ressource. Donc c'est complètement en lien, ouais. Eh bien, puisqu'on a parlé des territoires et qu'on en a ici, merci Caroline. On reviendra peut-être sur certains détails tout à l'heure. On va faire une tentative à distance de joindre Nicolas Hibon. On va commencer par ça et pour lui demander. Alors normalement, il est quelque part par là. Alors, on devrait. Du direct live. Bonjour Monsieur Hibon, voilà. Ah. Bonjour, je suis accompagné on vous voit pas, mais je suis accompagné du président Baïf. Très bien. Alors nous, bonjour. Voilà, donc Bertrand Baïf, le président du comité régional. Alors moi, j'arrive pas à passer. Voilà, j'appuie sur le mauvais bouton. Ah non, c'est une capture, c'est vrai. On vous voit, on vous entend en tout cas. Merci d'être parmi nous. Nous avons fait un état des lieux, en tout cas du contexte effectivement de cette possibilité d'aider à l'acquisition de navires de pêche artisanale dans les régions ultra-périphériques. On a eu effectivement un retour de la mission interministérielle donc qui nous a été résumée par Monsieur Lémé, la position donc de l'État français sur ce segment des moins de 12 mètres et du coup on en est à essayer de comprendre quels sont les besoins spécifiquement sur chaque territoire et donc en l'occurrence quels sont les besoins pour les professionnels de l'île de la Réunion. Très bien. On vous écoute. On va dire bonjour à tous. Les besoins pour le territoire de l'île de la Réunion n'ont pas encore été définis avec exactitude, mais il convient de préciser en propos liminaire que le renouvellement de la flotte s'inscrit dans un programme plus ambitieux, plus global de plan d'avenir de la pêche réunionnaise. Dans une volonté de permettre aux pêcheurs de pouvoir vivre de leur métier, nous travaillons actuellement à des moyens de diversifier leur activité. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui à La Réunion,
il était extrêmement difficile pour les pêcheurs de vivre exclusivement de leur métier de pêcheur. Pour vous donner quelques chiffres, en 10 ans, le nombre de pêcheurs artisans a diminué de presque moitié. Donc, on s'est interrogé de comment pouvoir permettre à ces pêcheurs de gagner un petit peu plus d'argent. Et on travaille aujourd'hui à cette diversification des revenus, notamment en essayant de s'appuyer sur l'écotourisme. Dans le cadre de l'économie bleue, La Réunion est un territoire sur lequel il y a une activité autour de l'économie bleue assez développée. Il y a l'observation de baleines, il y a des balades en mer, il y a des sorties de pêche au gros, donc avec un statut un peu particulier pour la pêche au gros. Donc le premier objectif dans la définition de ce que seront les bateaux de demain dans le cadre de ce renouvellement sera d'avoir des bateaux suffisamment polyvalents, non seulement pour permettre aux pêcheurs de pêcher, mais aussi de pouvoir emmener en mer des touristes qui sont sur le territoire. Sachant qu'on a une offre touristique vraiment limitée à La Réunion, il y a plus de demandes que d'offres, donc ça viendrait compléter l'offre locale. Donc ça, c'est le premier besoin d'évolution. Deuxième besoin d'évolution, donc c'était à la demande de la direction de la mer sur l'océan Indien. Tous les nouveaux navires seront armés en 3e catégorie. Aujourd'hui, pour répondre à la réglementation. Voilà, c'est ça. Pour répondre à la réglementation, aujourd'hui à La Réunion, on a une flotte un peu hétérogène. Il y a quelques bateaux qui naviguent sous dérogation, donc c'est pas encore très clair. Donc l'objectif, c'est que tous les futurs bateaux qui sortiront seront directement pontés et armés en 3e catégorie. Donc il y aura une contrainte réglementaire. Et enfin, les deux autres paramètres dont il faudra tenir compte. Le premier, c'est que dans une volonté de développement durable, on souhaiterait que les nouveaux bateaux soient le plus économes carburant possible, tant dans la conception de leur coque que les coques semi-planantes, que dans leur dispositif de motorisation. Et enfin, à des fins d'économie toujours, on souhaiterait que on puisse faire des grandes séries, définir avec l'aide des professionnels des modèles de bateaux des modèles génériques qui pourront être personnalisés à la marge, mais qui permettront de faire des économies d'échelle et de produire en grande série. Aujourd'hui, les grandes orientations de la typologie de bateaux de demain. Alors, cette typologie, dans le concept, en tout cas, elle a l'air clairement identifiée en ce qui vous concerne. Est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, est-ce que vous en êtes, puisque ici on est dans le cadre du salon E-TechMer, qui est un salon professionnel aussi, où donc vous ne serez pas avec nous malheureusement, mais je pense que vous avez rencontré un certain nombre d'industriels déjà. Concrètement, est-ce qu'on en est déjà à définir des besoins techniques spécifiques? Est-ce qu'on en est à définir un modèle, un type de coque, un modèle de bateau? Est-ce que vous avez déjà des idées quant au nombre de bateaux potentiellement sur les années à venir, donc sur ce plan d'aide en tout cas, et après, qui pourront être construits? Et selon vous, où ces navires pourraient-ils être construits et par qui? Ça fait beaucoup de questions. Aujourd'hui, les chantiers de bateaux, on n'en trouve pas beaucoup. Déjà à La Réunion, il y en a, mais c'est des types de bateaux depuis une trentaine d'années, des modèles de trentaine d'années. On a repéré quand même des chantiers sur l'Europe, en France, qui des modèles de 7 mètres, 8 mètres, qui pourraient correspondre à nos besoins. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir aussi une industrie locale en fait pour la construction de ces navires sur l'île de La Réunion? Est-ce qu'il y a une capacité en termes d'infrastructure, de savoir-faire et d'entreprises présentes? Alors actuellement, comme le disait le président, il existe quelques chantiers qui sont en redémarrage ou qui sont sur le territoire. On n'a pas encore finalisé les discussions pour savoir si c'était en mesure de produire des coques, enfin des navires tels qu'on le souhaiterait. Et comme je disais, la phase dans laquelle on se trouve actuellement est d'aller à la rencontre des professionnels, de les sonder pour savoir quels sont leurs besoins en tant que professionnels. Une fois qu'on aura défini ce cahier des charges techniques, bien sûr, pour lequel on sera assisté des chantiers, on pourra aller plus facilement voir les chantiers pour savoir ce qu'ils peuvent proposer. Mais on souhaiterait pouvoir faire construire à La Réunion pour des raisons évidentes d'économie de transport. Mais rien n'est arrêté, rien n'est gravé dans le marbre aujourd'hui sur le fait que ce sera forcément un chantier réunionnais.
on est toujours à la recherche de la solution qui sera la plus avantageuse en termes de coût, la plus efficace en termes de savoir-faire des chantiers et la plus intéressante financièrement. Alors il y a un calendrier, hein, c'est très proche la définition d'une heure, parce que là tout à l'heure Madame Ribaud nous rappelait certaines échéances qui sont imminentes, puisque en fait il faut quand même arriver à défendre et à déposer une. Ah, excusez-moi, on a une annonce. Restauration vous est proposée sur ce salon de Techmer, un restaurant traditionnel au bout de l'allée B de ce hall, également un service snack. Vous pourrez pas déjeuner. On a déjà mangé, merci. On a l'impression d'être avec vous. On est bien immergé dans l'ambiance, c'est parfait. Ce sont les aléas du direct. Voilà, l'annonce est passée. Donc, les échéances qui sont imminentes, puisque je crois qu'il faut déposer, il y a une consultation, je crois même à la fin de ce mois-ci, et à la fin de l'année, c'est ça, Mme Ribaud, c'est ça, et à la fin de l'année, il faut que tout soit déposé. Alors, est-ce que vous êtes prêts et qui travaille avec vous sur ces dossiers-là, puisqu'on a bien compris que les professionnels effectivement doivent définir ce projet, et les territoires. Alors avec qui vous travaillez notamment à la Réunion, où en sont les discussions avec les acteurs territoriaux? Comme je vous le disais, le renouvellement de la flotte s'inscrit dans un plan plus global qui est le plan d'avenir de la pêche réunionnaise, et qui est une commission tripartite. Donc nous travaillons avec le concours de la région Réunion, qui sera en charge, je crois, d'instruire les dossiers, et également avec la direction de la mer locale. Donc ce sont ces trois acteurs qui aujourd'hui copilotent le plan d'avenir de la pêche réunionnaise. Et comme vous le disiez, le planning est très serré, certes. Le plan d'avenir lui-même est prévu, la livraison du plan d'avenir est prévue à la fin de cette année. Donc il est évident que toutes les dimensions qu'il compose devront avoir été traitées d'ici la fin de l'année. Mais il y a aussi quelque chose qu'il est important de prendre en compte. Pour ça qu'il est important de concevoir le renouvellement de la flotte dans une approche globale, c'est que juste abonder au budget des pêcheurs pour leur permettre d'acheter des bateaux ne sera pas suffisant. Parce que malgré la somme très importante que représente une aide de 60% sur des bateaux qui font moins de 12 mètres, ça nécessite que les pêcheurs soient capables de mobiliser 40% du prix d'un bateau en fonds propres. Ce qui est aujourd'hui extrêmement difficile et qui imposera aux gens qui travaillent sur le plan d'avenir de trouver un moyen d'aider les pêcheurs à financer ces futurs navires. Donc ça, c'est le premier point qu'il faudra adresser en parallèle du renouvellement. Et le second point est celui de l'OQE, celui des places disponibles dans les ports. L'emplacement pour les anneaux. Aujourd'hui, on a des ports à La Réunion qui sont complètement saturés. Pour prendre l'exemple du port de Saint-Gilles, qui est un port de la côte ouest, qui a à la fois des plaisanciers et des professionnels, la liste d'attente dépasse les 100 personnes. Donc, si on se place dans une optique où demain, un professionnel qui se sépare de son bateau le vendrait à un autre professionnel, donc il ne sortirait pas de la flotte, il serait toujours amarré à quai, on a un problème de place. Donc, c'est bien de vouloir faire des bateaux, mais si on n'a pas de place pour les mettre, c'est aussi problématique. Alors, vous parlez de problème de place qui est lié à de la cohabitation d'activités qui sont professionnelles et non professionnelles, parce que moi j'entends en tout cas dans le renouvellement de la flotte, j'ai pas compris qu'il y avait la volonté aussi d'augmenter la capacité. On est d'accord, on est bien dans du renouvellement pour des navires plus adaptés ou pratiquant d'autres activités, mais pas forcément une augmentation des flottilles et du nombre de professionnels actifs. Donc, quand vous parlez de disponibilité de place, c'est lié à quoi? C'est lié à une concurrence entre activités de loisirs et professionnelles, à des Vous avez un deuxième cas, le port de Saint-Pierre. Vous avez pour 300 bateaux, sur 300 bateaux, vous avez 40 bateaux professionnels. Donc il y a effectivement une concurrence une concurrence, non. Il y a un partage de bassin. Il y a un partage, une coexistence des deux flottilles, plaisance et professionnels. Mais même les professionnels aujourd'hui, on connaît des professionnels qui n'ont pas de bateau à quai. Et lorsqu'ils veulent pêcher, ils sont obligés d'emmener leur bateau sur remorque, de le mettre à l'eau et de le sortir de l'eau. Ce qui est problématique. On a estimé sur certains des territoires qu'il y avait une quantité assez importante de bateaux inactifs entre guillemets. Quelle est la situation sur l'île de la Réunion par rapport à l'ensemble de la flottille?
On a effectivement quelques bateaux vendus. Alors ça, on essaie de faire ce diagnostic de la flotte réunionnaise, mais c'est des informations qui sont extrêmement difficiles à récupérer, parce que bon, on peut s'appuyer sur la DMSOI effectivement qui nous indique quelles sont les flottes actives ou non, mais ça nécessite de faire un travail de terrain, d'un travail d'observation. Est-ce que les bateaux sortent vraiment? Est-ce que malgré le fait qu'ils déclarent sortir, ne rien pêcher, ils sont effectivement pas sortis? Donc il y a un vrai travail d'investigation à mener sur le terrain. Et l'une des pistes, parce qu'on parlait des problématiques, mais l'une des pistes qu'on est en train d'explorer aujourd'hui pour résoudre ce problème de place, c'est de travailler sur quelque chose qui est parfaitement maîtrisé en métropole, c'est le concept de port à sec. Parce que dire aux gens, professionnels ou plaisanciers, vendez votre bateau, arrêtez votre activité maritime, ça va être impossible. L'objectif, c'est de leur proposer une alternative à occuper un anneau pour faire 2 sorties dans l'année ou même pour pas du tout sortir dans l'année. Alors, on s'éloigne du bateau un peu, mais on voit bien qu'effectivement le contexte, l'écosystème et l'infrastructure aussi sur place est un enjeu. Merci beaucoup de votre témoignage. On va voir si on peut vous garder un petit peu s'il y a quelques questions tout à l'heure. On va passer à d'autres. Ouais. Voilà. Merci pour l'invitation. On aurait été ravis d'être à vos côtés, mais on est content d'avoir pu participer. Écoutez, on a l'impression que vous êtes tout près là, ça fonctionne, donc c'est plutôt. C'est plutôt agréable. Alors sachez que cet entretien est capté aussi, donc vous devriez pouvoir réexploiter la réunion et les échanges un petit peu plus tard si vous n'êtes plus parmi nous. En tout cas, vous pourrez voir ça sur YouTube. Voilà. Merci à tous les deux et on vous salue. Au revoir. Alors on va passer sur rapidement, ça c'était pour montrer. Alors notre intervenant guadeloupéen donc n'a pas pu venir sur typologie de ces navires. Voilà, en Guadeloupe. Donc comme je ne pouvais pas vous montrer à l'écran en même temps donc les navires qui sont effectivement la flottille à l'heure actuelle à l'île de la Réunion. Donc on est plutôt sur ce type de barque. Voilà, avec des vedettes par contre qui sont pontées, elles, en partie. Je vous fais juste rapidement passer ce diaporama. Et effectivement, un autre segment de navires donc, qui potentiellement serait à développer sur l'île de la Réunion donc, pour l'activité à la Long Night. Voilà. Monsieur Agathe. On va passer à vous. Voilà. Alors, quid de la Martinique? Quels sont effectivement ses besoins sur ces segments de flotte? Quel est l'état de la flotte aujourd'hui? Rapidement. Et effectivement, quels sont les besoins? Sur quel type de navire aujourd'hui vous souhaiteriez pouvoir vous positionner dans le cadre d'un renouvellement? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Charles Agathe, marin-pêcheur et représentant le comité régional des pêches de la Martinique. J'ai été le premier président des DOM, premier président du comité régional et élevage marin des DOM. Alors, je vais prendre mon petit papier pour vous faire un tour d'horizon sur la pêche à la Martinique. Avant de répondre à votre question, pour peut-être se concentrer quand même, voilà. Nous attendre, oui, nous attendre. Alors, l'Europe, en autorisant le financement du renouvellement de l'outil professionnel, alors navires, moteurs, matériel de sécurité, a compris et enfin pris en compte nos spécificités. On l'a tellement répété. Et donc le président Olivier Marigraine y est pour quelque chose parce que il insistait, à chaque fois qu'il allait à Bruxelles, il faisait comprendre aux commissaires européens que la pêche en Martinique, ce n'est pas la pêche en Europe. On a nos spécificités, puisque 95% de notre flotte, c'est des déoles, ce sont des déoles. Alors l'Europe a enfin compris ça et c'est une très bonne chose. Alors cela permettra à nos marins pêcheurs de pratiquer leur activité dans des conditions ergonomiques et sécuritaires convenables. D'ailleurs, M. Lény l'a souligné tout à l'heure. Hein. Alors, l'État et la collectivité territoriale de Martinique
en participant au financement de ces actions, encourage et consolide cette politique et nous nous en réjouissons. Alors, il faut dire aussi que la Martinique est passée il y a 3 ans en collectivité territoriale. Et effectivement, c'était un problème avant parce que il y avait la région pour le financement, etc. et le département pour les infrastructures portuaires. Ça causait problème. Maintenant, tout est réuni à la collectivité territoriale. Donc, le comité régional des pêches et des élevages marins de la Martinique, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, avec l'ensemble des partenaires, a toujours mené une politique de pêche durable. Cette politique concertée s'est traduite concrètement dans la mise en œuvre d'actions et de programmes visant à la préservation et au repeuplement de la bande côtière. Par rapport à la Guyane, nous avons une bonne côtière, mais la Guyane a un plateau continental. Donc, l'installation de récifs artificiels expérimentaux pour poursuivre la politique de repeuplement. La mise en œuvre d'une politique de gestion durable de l'oursin blanc, espèce particulièrement prisée par la population martiniquaise. D'ailleurs, c'est même appelé le caviar martiniquais. Ça a beaucoup de vertus. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Ce que vous nous expliquez, c'est que vous allez pouvoir effectivement apporter des éléments de réponse aussi relatifs effectivement à, à la connaissance de la ressource et à la préservation des écosystèmes tel que c'est exigé dans le cadre de ces aides par la Commission européenne. Tout à fait. Et c'est pour cela d'ailleurs il y a eu la mise en place de cantonnements de pêche comme outil de gestion et de protection de la ressource halieutique. Alors mieux encore, les professionnels martiniquais ont diminué l'effort de pêche sur la frange côtière et ont orienté leur pêcherie vers l'exploitation de la ressource pélagique, particulièrement abondante dans nos eaux, notamment le développement des DCP. Alors, juste pour dire DCP, c'est dispositif de concentration de poissons. Pratiquement, ce sont des épaves qui ne sont pas au gré des vents et des courants, mais simplement qui sont mouillées. Alors, un DCP, c'est des bouées, une bâche, qui crée une zone d'ombre, et les petits poissons viennent, et vous savez, la loi des poissons, c'est les gros mangent les petits. Donc voilà. C'est sur ces typologies, enfin pour le coup, sur la pêche sur DCP, c'est aussi renforcer l'activité sur ce type de pêche. Le renouvellement de la flotte aussi, ça veut dire des équipements ou un développement de ces pratiques sur DCP. Oui, tout à fait. Et ça a déjà créé pas mal d'emplois en Martinique, d'ailleurs. Alors, le développement des dispositifs de concentration de poissons, des DCP, a ouvert de réelles perspectives, je vous réponds en même temps, pour le secteur. En effet, la pêche sur DCP représente plus de 50% de la production. Aujourd'hui, les récents chiffres d'estimation de la production halieutique martiniquaise oscillent entre 400 et 800 tonnes, selon le rapport de l'IFREMER. Mais il y a 20 ans, elle avoisinait les 5000 tonnes. Alors, de même, nous sommes passés de 1052 pêcheurs en 2012 à environ 619 en 2019. Cette baisse est en forte partie due à l'organisation et à la régularisation, à la numérisation du secteur. Alors, une autre information, et non des moindres, suite au phénomène de pollution lié à l'utilisation du chlordécone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pesticide utilisé dans les bananeraies pour tuer un ver qu'on appelait le charançon, qui détruisait les bananiers. Alors, donc voilà. Et alors, on retrouve aujourd'hui dans le milieu marin, plus de 33% des zones côtières sont interdites à la pêche. Vous vous rendez compte? C'est énorme.
Quand on parle d'enregistrement, on parle aussi d'administration, effectivement, de création d'entreprises de pêche. Je crois que c'était aussi une des conditions, parce qu'il faut pouvoir identifier le professionnel en tant que tel. L'organisation à la Martinique, elle a beaucoup évolué, comme aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un numéro professionnel, enfin, on est enregistré, c'est pas une activité. On peut identifier les navires, immatriculer, rattacher à un quartier maritime. Ça aussi, c'était une des conditions pour pouvoir identifier, donner une quantité de pêcheurs et de professionnels présents, pouvoir identifier ces segments de flotte. On en est où aujourd'hui? Et comment effectivement comment les comités régionaux travaillent à la professionnalisation du secteur de manière à, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas contribuent justement à mieux identifier les besoins spécifiques sur ces segments de flotte qui ont été identifiés pour pouvoir avoir une vision et définir effectivement un plan de renouvellement aujourd'hui. Oui, alors effectivement, le comité régional des pêches et élevage marin travaille comme un accord avec les affaires maritimes, mais aussi avec l'école de formation professionnelle qui est très importante parce que, vous savez, nous sommes une île et c'est là encore qu'il y a un fort taux de chômage et c'est dans la pêche qu'il y a encore quelques places à prendre. Mais nous faisons très attention au comité parce que nous voulons des gens formés. Nous voulons des gens qui ont la volonté de faire la pêche. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui font la pêche comme loisir, comme plaisir, mais professionnellement, ce n'est pas évident. Donc, nous voulons les former et avec les affaires maritimes, nous mettons en place pas mal de choses, c'est-à-dire déjà l'information pour savoir pour les jeunes, pour qu'ils sachent les aides qui existent. Et aussi, on a vu qu'il y a une volonté, parce que c'était très individuel avant. De mon temps, c'était très individuel, mais maintenant, il y a des jeunes qui veulent se mettre ensemble. Par exemple, pour avoir un bateau ponté, pour faire la pêche peut-être pendant une semaine pour les pélagiques. Quoi. Voilà, donc du coup, former effectivement, mais aussi donc c'est avoir des navires qui sont adaptés pour attirer de nouvelles générations. On a vu que c'était un enjeu. Je rebondis puisque vous parlez de bateaux pontés. Aujourd'hui, donc cette opportunité de renouveler une partie de la flotte, c'est pour faire des navires comment? Alors, on a évoqué des besoins d'amélioration en termes de sécurité, en termes de diversification de l'activité. Et en typologie de navire, peut-être des rapprochements à faire sur l'ensemble. En tout cas, Guadeloupe-Martinique, ça semble possible à faire. Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que vous avez à peu près défini un projet une typologie de navire? Et si oui, quelle est-elle? Alors voilà, je vais répondre tout de suite à votre question. Alors, je vais vous dire nos attentes. Alors, nos attentes sont moderniser notre flottille, rendre attractif le métier de marin-pêcheur, valoriser le métier afin de permettre un engouement pour nos jeunes. L'avenir leur appartient. Chez nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, le chômage est un fléau chez les jeunes. Alors, il faut rebooster la production, développer la transformation et la commercialisation des produits de la mer et offrir des produits de qualité aux consommateurs. Avoir des infrastructures et des superstructures pour nous permettre de pérenniser l'activité de la pêche, sauvegarder notre patrimoine halieutique, perpétuer le concept de village de pêcheurs avec toute la modernité qui exige notre société actuelle. Évidemment, nous n'arrivons pas et sachons très bien que ces objectifs ne peuvent être atteints qu'avec l'aide de tous les partenaires, notamment les financeurs, les banques, car tant bien même que l'on propose 50 voire 60% de subventions pour le renouvellement de la flottille, le pêcheur doit financer le reste, mais surtout assurer et assumer la totalité du préfinancement de l'opération. Ce sont là les règles du jeu, dirons-nous. Malheureusement, ces règles ne viennent pas de nous et on ne peut
y déroger. Les modèles financiers jusque-là proposés ont montré leurs limites. Alors, je dois souligner que de mon temps, quand on allait voir un banquier, c'est vrai qu'il existait le crédit maritime, qui n'existe plus. Eh bien, je me souviens, un banquier m'avait dit, Monsieur Agathe, je suis désolé, mais tout ce qui flotte coule. Effectivement, ça m'avait beaucoup choqué, mais étonné aussi. Mais c'est une logique, hein? Tout ce qui flotte coule. Oui. Alors, j'entends qu'effectivement, en plus des autres difficultés, il y a une nécessité aussi d'impliquer des financements privés ou en tout cas d'avoir un soutien et une action un peu plus soutenue du banquier dans son rôle de financeur, mais il doit justement financer quel type de bateau, puisque on a parlé de barques. Je reviens un petit peu sur la typologie des navires. Barques pontées, j'entends effectivement améliorer la conservation. Ça veut dire que est-ce qu'il faut, parce qu'on est dans des régions où il fait très chaud, pour mieux vendre le poisson et mieux le valoriser. Aujourd'hui, par exemple, quel est l'équipement de base d'une barque et de quel matériel devra disposer celle dont vous aurez besoin demain et celle que vous souhaitez aujourd'hui faire financer en partie par des aides publiques. Et on passera ensuite la parole à Monsieur Karam. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait le bateau aujourd'hui pour justement permettre aux jeunes de bien travailler, de gagner sa vie? Oui. Pour cela, nos bateaux étaient très modernes, même les yoles. Parce qu'il y a des cales à glace, il y a des machines à glace sur pas mal de ports. Donc, on a un produit de qualité. Mais les bateaux pontés, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour développer la pêche au large. Les marins peuvent partir 3, 4, voire une semaine et ramener du poisson bien frais. Au fait, c'est du poisson pélagique. Hein. C'est le thon, le marlin, la dorade coryphène, etc. À l'heure actuelle, il y a un peu de pêche au large aussi. Donc, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, hein, Monsieur Linné. C'est bien ce que j'ai compris sur la Martinique, du coup, aussi avec de nouveaux navires qui seront dans des catégories qui permettront d'aller exploiter d'autres ressources qui aujourd'hui sont moins exploitées que sur la bande côtière. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a déjà une exploitation de pêche au large. Et vous pensez effectivement qu'il y a une opportunité, dans le cadre de nouveaux navires, de pouvoir développer cette activité-là? Oui, tout à fait, puisque, vous savez, on a eu le malheur d'avoir nous pollué par le chlordécone, mais en même temps, ça a permis d'aller plus au large. Et c'est justement pour cette raison que nous formons les jeunes pour pêcher sur le DCP. Je dois dire aussi que, sans être vantard, mais que nous sommes le premier pays au monde en consommation de poissons. En proportion, puisque la Martinique a 400 000 habitants. Mais d'après les chiffres, on dit que c'est le Japon avec 26 kilos, 28 kilos, alors que moi je dis que tout Martiniquais qui se respecte consomme plus de 35 kilos dans l'année. 35 kilos. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a aussi... consommateurs de poissons, donc pratiquement... et d'ailleurs, justement, nous importons pas mal de poissons. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que des nouveaux navires qui permettront de développer l'activité permettront effectivement d'alimenter le marché local avec du produit local et non pas du produit potentiellement importé, puisque c'est ça aussi l'enjeu de... je fais peut-être un raccourci. Je pense que c'est important aussi de le dire. On l'a peut-être pas tout à fait évoqué, mais sur les territoires ultramarins, effectivement, souvent, on a cette idée que la consommation de pêche et majoritairement de la consommation de pêche locale, alors qu'il y a majoritairement aussi faux et qu'il y a effectivement l'importation. Donc ça veut dire que, en tout cas, renouveler la flotte et donner la capacité à aller travailler et à apporter de la production pour alimenter le marché local, c'est quelque chose qui est tout à fait viable économiquement également. Alors,
vous n'avez pas tout à fait répondu encore, mais où vous en êtes là aujourd'hui? Parce que là aussi, il y a le calendrier. Est-ce que vous avez commencé véritablement à définir un type de navire qui vous accompagne là-dessus? Et est-ce qu'à la fin de l'année, vous allez pouvoir collectivement présenter un projet et un plan de renouvellement? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait, on est prêts. Et vous savez, en Martinique, il faut toujours la volonté politique. Quand la volonté politique est là, ça se réalise pratiquement tout de suite. Ce sont les politiques qui ont le pouvoir de décision. En tout cas, il semblerait que la volonté y soit. Quid des territoires, alors, du coup? Mais je parlais de la collectivité territoriale de la Martinique. Voilà, puisque on a quand même... le comité régional des pêches est subventionné pratiquement à 98% par la collectivité, par la CTM. Collectivité territoriale de la Martinique, voilà. Donc ils vous soutiennent, ils sont là et vous serez prêts dans les temps pour... Très bien. Oui, je pense. Oui. Merci, monsieur Marie-Reine. Monsieur Karam, je vous en prie. Alors, vous avez envoyé de belles images. Voilà, on va essayer de faire vite parce qu'effectivement... Mais je pense qu'il y a une spécificité sur la Guyane. Alors, on part d'un petit peu plus loin, d'après ce que j'ai compris. Voilà, à la fois en termes d'infrastructure et de port. Donc, du coup, en allant à l'essentiel, parce que le sujet, c'est bien le type de bateau, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne effectivement comment c'est organisé, sans faire un grand exposé sur la pêche en Guyane, puisque c'est pas le sujet. Juste illustrer ici, effectivement, votre diaporama que vous m'avez préparé. Alors. Donc, bonjour à tous. Sur cette photo, vous voyez le port de Sinnamary, sur lequel nous avons, qui est pas vieux d'ailleurs, qui doit avoir une dizaine d'années. Et juste à côté, vous avez le port du Larivot, qui à une époque comptait 101 navires chalutiers type floridien, et alors qu'il est, nous en sommes qu'à 21. Pourquoi? Parce que quand on a fait la francisation de la flotte, il y a eu des désarmements français qui se croyaient beaucoup plus malins que ceux qui étaient déjà en Guyane, qui sont venus, qui ont pris des subventions et qui sont repartis. Et il reste que des bateaux, des unités françaises. C'est-à-dire que la société, je n'ai pas peur de le nommer, c'est la société Apché, la société le fils Soudine, qui est le dernier arrivant. La Cogumère, elle a préféré revendre ses navires au Suriname. Et la fameuse unité de Suriname qui s'appelle King Fishing, qui avait 5 bateaux, mais maintenant qui se retrouve qu'avec 3. Donc il y a aux environs de 21 navires qui pêchent la crevette sur les côtes de Guyane. Nous avons un gros problème alors qu'il est, c'est que nous avions un TAC de 4500 tonnes, 4000 tonnes de brasilensis et de subsilis et 5500 tonnes de scarlett, qui est une crevette que l'on pêche par 800 mètres de fond, et que, alors qu'il est, on ne va pas exploiter à cause du prix du carburant et tout simplement à cause de la vétusté des navires que nous avons, qui ont entre 20 et 25 ans. C'est justement ce segment un peu particulier donc qui a été qu'on a décidé aussi de pouvoir soutenir effectivement. Donc, avec la précaution sur les ressources. Lors du passage de M. Juncker, je lui ai fait visiter le port du Larivot. Je lui ai fait visiter le port de la Crique, monsieur et madame aussi, je crois. Quand ils ont vu, ils se croyaient en Afrique. Je n'ai pas peur de le dire. Et pourtant, on est en Guyane française, territoire français, mais au milieu de l'Amérique du Sud. À 5 degrés de l'équateur, on croit qu'on est en France, mais on n'est pas en France. Et vous avez été entendu, puisqu'effectivement, c'est suite à cette rencontre sur le territoire en Guyane. Je suis navré de le dire aujourd'hui, parce que je vais dire à madame, une modification. Il fallait que je dise la vérité ou pas. Là, je dis la vérité, et je n'ai pas l'intention de me cacher. C'est vrai que c'est une honte pour un territoire français d'avoir aucune infrastructure portuaire. Le port du Larivot que vous voyez là, il a été construit par les Américains lors des 101 navires coréens, japonais, américains qui pêchaient en Guyane. Et il n'y a jamais eu d'aide, jamais eu de modernisation. Nous avons pratiquement... alors j'avais pensé
avec l'installation de Total en Guyane, de baser ces bateaux au port du Larivot de manière à refaire les 500 mètres de quai qu'il faut refaire pour permettre d'avoir un port digne de ce nom. Et ça, c'est pas fait. Ils sont partis. Donc, voilà. Donc nous avons essayé de voir, là aussi vous avez le port de Sinnamary, sur lequel vous voyez, lors d'un tir de fusée, où est-ce que tous les navires qui pêchent dans la zone qui est possible de pêcher, c'est-à-dire entre Dégradé-Cannes et Sinnamary, les bateaux rentrent, et des fois ils sont à 40 à 50 navires en train de pêcher, rentrer dans la rivière de Sinnamary, parce que tant que la fusée n'est pas partie, nous n'avons pas le droit d'être sur zone pour pêcher. Après, vous, juste à côté, vous avez la crique, et c'est ça le port qui débarque 3500 tonnes de poissons. Même. Poissons blancs. Donc, et juste à côté, vous avez le port de Kourou. Le port de Kourou, donc c'est un port qui a aussi bien les pêcheurs professionnels que les plaisanciers qui emmènent les gens à Kourou sur les voiliers. Donc ça crée... c'est pas sain entre les plaisanciers et les professionnels de travailler, parce que les plaisanciers ne pêchent pas tout le temps avec les mêmes maillages, donc ils laissent les filets sur les quais, et les plaisanciers, eux, ils vont et s'attrapent les pieds dans les... Bon, je peux vous dire que des fois, c'est pas rigolo d'aller mettre la pelle là-dedans. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez d'autres photos. Là, vous avez la fameuse rivière, le fameux port de pêche de Saint-Laurent, où est-ce qu'il y a près de 110 tonnes de poissons qui débarquent, et c'est qu'une plage. Ça n'est qu'une plage. C'est revendu, le poisson est revendu au marché de Saint-Laurent, mais il faut savoir qu'à Saint-Laurent, il n'y a aucun pêcheur déclaré, puisqu'ils préfèrent rester dans le thème pêche en rivière que de venir en pêche en mer, où est-ce qu'ils doivent payer des taxes et tout ça. Donc, ils restent sur le thème pêche rivière, et ils pêchent aussi bien le poisson de rivière que le poisson de mer, et ils débarquent sur la plage, où est-ce que toutes les personnes viennent acheter leurs poissons directement au queue du bateau. Ensuite, vous avez le port d'Irakubo, où est-ce que, là aussi, il y a énormément de navires qui viennent se positionner pour passer le temps lors des tirs de fusée. Et là, nous savons qu'à certains moments, il y a plus de 20 navires qui viennent accoster, et comme ils n'ont pas de place sur le ponton, ils vont s'attacher carrément sur le pont de la route nationale. Au fur et à mesure des photos, effectivement, on voit que... Là, c'est le port de Cayenne, c'est encore la crique, c'est toujours le même type. Et là, vous êtes sur le quai, le port du Larivot, où est-ce qu'il y a la grue, on appelle ça une grue, un portail éleveur, si vous voulez, où est-ce que les bateaux doivent se faire caréner, retirer les coquillages, remettre les anodes, faire de la mécanique, se font tous sur ce parking, sur cette zone prévue pour ça. Alors, je trouve que ce qui est intéressant... Et là, vous avez à nouveau encore un bateau. Peut-être nous expliquer... Alors, ce bateau, c'est un bateau qui a été construit en Bretagne par la société Croisiquet, qui a été fait, les plans ont été faits par l'Asbern. C'est la dernière modernisation de pêche qui avait été faite, accordée en Guyane, où est-ce que la CTG, enfin la région Guyane de l'époque, avait décidé de mettre 3 types de navires: un bateau pêche côtière, petite pêche côtière, un bateau pêche au-delà des 30 mètres, et une tapouille. Puisqu'en Guyane, on pêche beaucoup avec des tapouilles. Ce sont des navires qui ressemblent aux navires brésiliens, qui peuvent prendre un tonnage très important, et où est-ce que la vie à bord est beaucoup plus facile que sur ces bateaux. Mais ces bateaux qui ont été construits par le Croisic, on s'est aperçu qu'ils ne pouvaient pas prendre la mer de l'Atlantique Nord, parce que nous avons tout entre nord, nord-est et sud, sud-est. Les vagues sont beaucoup trop grosses et on embarquait par devant. Donc on a dû modifier les navires de manière... Alors ça partait de ce petit navire-là, l'augmentation avec les tôles, et après refaire un moule, comme l'a dit monsieur, de manière à arranger ces bateaux pour pouvoir travailler. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement de nous la avons flotte, prévu un seul bateau. On a une type qui ressemble à ça. Un seul bateau pour toute la flottille. Et donc, est-ce qu'il doit ressembler à ça, ou est-ce qu'il est potentiel... Non. Non, il va ressembler tout simplement à une tapouille
une tapouille moderne, que l'ensemble de la profession, parce que nous sommes 125, il y a 125 navires, 65 armateurs, et non, ça ce sont des canots créoles améliorés. C'est plus. Ça, ce sont des canots créoles améliorés, ce ne sont pas des tapouilles. C'est pas ça. Non. Alors, est-ce qu'on a la tapouille, vous avez une photo à part. Je crois que ça s'appelle. C'est le bateau de la société Apcher qui s'appelle le Padmini. Ou c'est ça à droite, là? Non, ils ne sont pas là. Ah, bah, je suis désolée. Alors. Il n'y en a pas. Du coup, il n'y a pas la tapouille. Non, vous n'avez pas la tapouille. C'est un bateau de style qui fait 11 mètres 95, 3 mètres de large, un moteur diesel, une cale à glace, armé de kit cooling, parce qu'en Guyane, les eaux étant trop turbides, nous ne pouvons nous permettre de prendre des prises d'air, prises d'eau en supérieur ou en inférieur. Dans la demi-heure qui suit, les filtres sont bouchés, le moteur se met à chauffer. Donc il faut prévoir, comme exactement l'avaient fait les Américains, les potes, prévoir des kits cooling. Et ce kit cooling va permettre, avec un refroidissement, un moteur avec un refroidissement, avec un radiateur, pour refroidir les eaux, et un passage de l'eau à l'intérieur de la coque pour se refroidir, pour revenir au radiateur, pour permettre au bateau de naviguer convenablement et le plus longtemps possible. C'est déjà des améliorations par rapport à ce qui existe, ou là, sur ce que vous avez besoin, ou c'est quelque chose de solide? C'est déjà des choses que nous pratiquons. D'accord. Nous pratiquons déjà, parce qu'on ne peut pas naviguer en Guyane à cause des 10 km de côte qui sont complètement envasés par l'Amazone, où est-ce que les eaux sont complètement turbides. Par contre, dès que vous arrivez au large, vous avez les eaux bleues comme aux Antilles, et là, on pourrait faire prise haute, prise basse, mais pour l'instant, on préfère rester dans le kit cooling. Sur les besoins aujourd'hui, on reste quand même assez standard, avec quand même éventuellement des solutions pour économiser l'énergie. Alors, pour l'économie d'énergie, nous avons travaillé déjà avec des personnes qui sont venues en Guyane, parce que la Guyane est un gros consommateur de carburant, aussi bien pour la pêche que pour la forêt, et parce que nous avons aussi des engins en forêt qui travaillent, et nous travaillons beaucoup, je dirais, sur pour ne pas consommer énormément de carburant. Alors nous avons prévu dans le plan, on a travaillé avec, comment s'appelle-t-on, avec l'ADM. Le problème qu'il y a, c'est que les bateaux qui ont été proposés à Guyane sont beaucoup trop chers. Beaucoup trop chers. Et à 200 000 € par an pour être rentable, avec un poisson à 2 € du kilo vendu au cul du bateau, ça n'est pas possible. Avec cette difficulté. Mais on a préféré maintenir la modernisation de la flotte, tout simplement parce que en tant que président, je ne voulais pas perdre la face, si vous voulez, et j'ai été chercher des constructeurs de navires, et avec M. Houillet, que vous avez rencontré, il nous a dit que les possibilités qu'on avait, et comme l'a précisé madame, ce sont des bateaux qu'on achète clé en main. C'est-à-dire que les bateaux seront portés, il y aura des appels d'offres, c'est assez compliqué. On sait qu'on n'a que 60% d'aide, mais là-dedans, il y a 40% à retrouver, sachant qu'en Guyane, il n'y a pas de banque. C'était un des problèmes que vous aviez évoqué. Et la BPI, qui est installée en Guyane, nous dit on vous suit à condition que vous ayez une banque qui vous suive. Et là, ça n'existe pas, les banques. Avec cette difficulté en plus de devoir être reconnu en tant que professionnel, et où là, vous avez quand même progressé. Et c'est pas fini, parce que nous avons en plus de ça, c'est pas parce que nous allons construire des bateaux neufs qui vont pêcher plus. Parce qu'un bateau neuf ne pêche pas plus qu'un vieux bateau. C'est le capitaine dans le bateau qui sait pêcher ou ne sait pas pêcher. Et la problématique que nous avons, nous, en Guyane, c'est que nous sommes aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Nous sommes dans une pêche illégale venant du Suriname et du Brésil. Et on a beau dire ce qu'on veut, la Guyane pêche aux environs de 3500 à 4000 tonnes de poissons blancs. Et ce poisson blanc, il y a 9000 tonnes qui sortent vers le Brésil, 10 000 vers le Suriname. On a beau se battre. Enfin, en tant que président du comité des pêches, ça fait depuis 1997, je me bats contre ça. L'État, je ne peux pas dire qu'elle ne fait pas son travail, parce que plus elle attrape des bateaux, plus il y en a qui rentrent. Il faut savoir qu'il y a 3000 bateaux au Suriname qui attendent, j'ai bien dit, 3000 bateaux qui attendent de rentrer sur les côtes de Guyane. 2700 de Georgetown, et au Brésil, ils sont près de 8000. Donc ces bateaux n'ont plus la possibilité de pêcher chez eux,
Donc ils viennent voler notre poisson et ils viennent concurrencer directement les usines qui veulent aller vendre le poisson, aussi bien qu'aux Antilles que sont. Parce qu'il faut savoir que le Suriname est la TWA qui se pose tous les jours, qui prend du poisson et arrive en Hollande et qui vient déposer à. On entend que globalement, Rungis. chez vous, la problématique, c'est moins la typologie de navire, parce que je pense que c'est clairement identifié, y compris sur les besoins techniques, que en parallèle aussi la possibilité d'avoir des accompagnements en termes d'infrastructures, de logistique et de financement et de financement. Voilà, ben j'espère que vous allez pouvoir rencontrer un certain nombre d'acteurs sur le salon. On a pris énormément de retard, mais je pense qu'on n'aura pas trop de questions après. Je vous remercie, monsieur Karam, et puis on va passer à un autre territoire, voilà, qui celui-ci n'est pas français. Good afternoon, everyone. Thank you for inviting the Azores Fishery Federation to be here. My name is Walbert Riet. I'm the president of the Fishery Federation of the Azores. I hope my English is good enough to facilitate the translator to French. The main objectives of our federation is to take appropriate measures to ensure sustainable fishing activity, improve the socio-economic conditions of the members, and in general to take appropriate measures to improve the professional fishing activity of our fishermen and vessel owners. Where we are, starting by framing the autonomous region of the Azores in the world, our archipelago is situated near the mid-Atlantic ridge between Lisbon and New York, and is constituted by 9 islands, with an estimated population of 250,000 inhabitants. Almost 6,000 Azorian are linked to fishery sector through investigation, production, associate sector, shipbuilding, governmental entities, authorities, canning industry, and trading. Of these, about 3,000 are fishermen. Our sea, the Azorian Exclusive Economic Zone, represents 55% of the Portuguese EEZ and about 6% of the European EEZ. It covers an area of approximately 957,000 square kilometers that integrates the ICES, western waters around the Azores, and the SECAF, international waters to the south of the Azores. The Azorian EEZ has a low amount of fish because the average depth is around 2,500 meters, with a depth of 600 meters corresponding to only 0.8% of the total area. Therefore, the fishing grounds are a very small fraction of our sea because the islands don't have a real continental shelf. The Azorian fishermen consider the fishing sustainability very important to their activity. Because of that, they have a very important role in the creation of marine protected areas. At this point, the Azores has already implemented marine protected areas in 7.5% of this marine park, and the regional government decided to increase this area to 15% to the next 3 years. This is our main fisheries, just to show you the species that we catch in the Azores. Azores Fishermen, Azores Fishery Federation, as representative of the Azorian fishermen and ship owners, regularly provides opinions about the strategic management for our fisheries in subjects like minimum landing sizes in some species, limitation of license in certain fishing gears, tangle nets and bottom longline, in favor of handline, temporary closure of the catches in the certain areas and species, limitation of the use of some fishing gear close to the coast, elimination of the trolling and large-scale purseine use. I'm talking too fast. And some fleet management, I'm sorry.
Just a question regarding all this involvement in developing sustainable fishing. You have studies for a long time. You have data because in this context of renewal of the fleet, which is a recommendation of the EU Commission, so you have information, data, and all this context of knowledge about the resources? Yes, we have a department that works with the University of the Azores, which gives us a lot of data and helps us. I don't know if it's my microphone. No, it's not. It's not us. And the university, this department helps us with a lot of data to help us to decide to implement these measures. So on this part, we all we do is with scientific proof that it's worth on it. So this aspect is very clear for you in the context yes, of for sure. renewal. Yes. Okay, thank you. So, but talking about the Azorian fleet, our fleet is divided in coastal fleet that can have license for bottom long line, surface long line, pole and line, and hand lines. The blue boats and the big ones are tuna vessels. The other small ones that you can see, it's more to long, hand line and bottom line. Local fleet that can have license for hand line, bottom long line, tangle nets, lift nets, and traps. As you can see in this picture, we have this small boat. This is where I've been hearing all my colleagues from the French regions. I agree on that we have the same issue too, is we have to improve and to get better better fleet on the ones that are less than 9 meters. Because what's happening now is we don't have as much as resources as we wanted close to the coast, and they have the need to go further out, so they have to get better conditions on their boats to go further. You mean improve safety, improve... especially safety and good conditions to be on board. This is the only way I agree that we can have some more young people come to fisheries. And let me say that if we don't have enough men, probably it's time to get some women to fisheries too. So, but it's true. In the Azores, we feel the same thing too. We need some more people. We need some more people in the fishing business. One of your goals is also to attract people, young people in the fisheries, or? Yes, for sure. But we have to have better vessels. We can see that on these small ones, every year is less young people that want to work with us because these vessels don't have enough conditions to put them to work. So, is it this size of vessels you will aim to give the maximum of support in the context of? Yes, especially from the ones from 9 meters to 12. Can I go on? In 2018, the Almos region of the Azores had about 548 vessels licensed for professional fishing, which 5% had more than 16 meters, 8% had between 12 to 16 meters, 25% had between 9 to 12 meters, and 62% were vessels with less than 9 meters. In average, every time a vessel goes to the sea, the average fishermen per vessel are, in the vessels bigger than 16 meters, there were near 18 fishermen on board, 12 to 6 meters, 8 fishermen on board, 10 to 12 meter, 6 fishermen on board, and smaller than 9 meter, there were in average 5 men on board. Handlined, here it's the number of vessels per fishing year. Handlines includes pole and line and long line, are the most used gears in the Azores. Analyzing the number of vessels by length category, we can notice that the number of vessels has been decreasing, but the larger amount of vessels is still under 8 meters. By 2005, we had around 700 vessels licensed. Now we have 548. Okay. It's been decreased. Decrease. Yes.
From the analysis of the evolution of the total engine power per length categories between 2008 and 2016, we can notice that the total engine power varies between the length categories. The blue column shows that the total engine power is high for the fleet under 8 meters due to the fact that 60% of the fleet is in that category. I would like to draw your attention. We don't know if it's the same in other regions that in the Azores, but a high engine power doesn't necessarily mean more fishing effort, but an increase in the safety of the fishermen, because our activity largely depends on weather conditions, and also a decrease in the time between the capture and the landing of the fish, which guarantees a better quality and the consequent fish valorization. C'est un des points, je crois, qui it's one of the aspects which has been talked with other fishermen, maybe. Au sujet de la puissance motrice, ce n'est pas parce que vous avez un bateau qui a plus de force que vous avez un bateau qui va pêcher plus. Et je suis, en tant que capitaine de pêche, parce que j'ai oublié de me présenter, je suis capitaine de pêche, je suis pêcheur embarqué et je suis patron pêcheur. Et j'ai 44 ans de pêche dans la tête, donc je sais de quoi je parle, et que les propositions qui ont été faites par l'Europe au sujet de la modernisation de la flotte, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont mal digérées et les mal dirigées. Parce qu'un bateau qui est, alors qu'il est en surpuissance, est un bateau qui consomme moins de carburant, mais il ne va pas pêcher plus. Un bateau neuf, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous aurez un bateau neuf, oui, il y aura la pénibilité du pêcheur qui sera moindre, mais vous n'allez pas pêcher plus. Parce que tout simplement, la personne qui pêche, ce n'est pas le bateau qui pêche, c'est le capitaine à bord, et avec son intelligence. Maintenant, nous sommes doués, nous sommes dotés de matériel électronique avec des positions GPS, des satellites et tout. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir faire plus. Mais il faut savoir que nous sommes tenus d'avoir une réserve pour la future génération. Et je voulais préciser aussi que la Guyane, c'est 50% qui ont moins de 25 ans. Et malgré ça, nous n'arrivons pas à trouver de jeunes pour les faire venir à la pêche. Merci. Oui, c'était une question. Effectivement, le constat est partagé. We share you share what you say. It's the same. It's the same. Yes. Looking for the evolution of the gross tonnage per length categories, we can notice that the increase with the size of the vessels. Talking about the Azorean fleet's vessel average age, in some situations we are facing an aging fleet that needs support for its renewal. The renewal should have as priority the safety and working conditions on board and not the increase of fishing effort. It's clear for us that the measures of these funds have been made to the industrial fleet, and because of this, we propose better incentives to the modernization and onboard investments to the next MFF. So it just properly the reality of the utmost region small-scale fleet. Restructuring plans of the Azorean fleet, Azores Fishery Federation intends an assertive evaluation of our fleet based in the tonnage and not in the motorization, better incentives to the motorization of the fleet, namely on-board equipment vessels, especially for vessels more than 9 meters, a review of the concept of small-scale fisheries because it must have in consideration the use of sustainable fishing gears and not the dimension or the motorization of the fleet. You talk about the FAO conception of the small scale fishery and the definition of the small scale fishery from different countries, which might be different, and which might be different also of what can understand the EU Commission.
Yes, we think it's going to be probably a big problem now if there's not a good definition of small-scale fisheries. It's all going to depend of who's looking to the books and what the definitions are. That's why I agree with my colleague that for you to legislate or to put it in order what the funds are going to be, you're going to have to go to the utmost regions to see what our vessels are and what are we working with. Juste à l'heure actuelle, peut-être dans la conception de navires de moins de 12 mètres, dans ce qui est pris en compte, on ne parle uniquement que de la dimension des navires, où on prend aussi en considération la typologie de navires de pêche artisanale, où on est juste sur la longueur qui est prise en compte, la taille des navires, pardon. C'est une question que je vous pose, peut-être Madame Ribaud ou Monsieur... Juste une seconde, oui. De toute façon, la question dans les DOM françaises, ce sont tous des navires de pêche artisanale. Navires, voilà, dont malheureusement, certains n'ont même pas de structure juridique précise. C'est des navires en nom propre qui posent problème, c'est ce que disait M. Charles Agathe tout de suite. Mais ce sont vraiment des navires locaux opérés par des patrons pêcheurs. Il n'y a pas beaucoup d'armement, sauf en Guyane encore, où là, la pêcherie est sur une autre échelle, où là, il y a assez peu de patrons embarqués, où on travaille plus sous forme de société. Mais l'échelle de la Guyane, elle est tout autre. Je dirais que les pêches des Açores sont quand même plus proches des pêches iliennes, pas de plateau continental, une pêche locale, une consommation locale, sauf pour le thon. Naturellement, le thon, il y a une industrie qui n'existe pas dans nos départements d'outre-mer. D'accord. Oui. Je voulais juste dire à mon collègue des Açores, ce sont des lois françaises qui nous obligent à rester dans les 12 mètres, parce que quand on fabrique un bateau de moins de 12 mètres, on est juste assujetti à la loi. La surveillance de la construction doit être faite par l'ADM. Tandis que quand vous passez au-delà des 12 mètres, vous passez sur ce qu'on appelle Bureau Veritas. Et le prix de Bureau Veritas n'est pas le même et n'est pas compris dans la construction. Parce que, à mon avis, pour la Guyane et comme pour les Açores, je ne dis pas pour la Martinique, bien que je n'ai jamais pêché en Martinique ni en Guadeloupe, donc je ne connais pas l'état de leur mer, mais un bateau allant entre 14 et 16 mètres serait plus adéquat pour pouvoir affronter la mer. Je parle d'affronter la mer, parce que nous n'avons plus une mer calme comme nous l'avions il y a quelque temps, depuis qu'on parle de ce changement climatique, où est-ce que vous avez des vents qui se soulèvent malgré que la météo n'a pas prévu. Donc, il aurait été beaucoup plus facile pour nous d'avoir des 14 et 16 mètres pour la sécurité des hommes en mer et pour la pénibilité du travail que de rester dans des carquins qui datent de 1900, je ne sais même pas, 1800, dans les moins de 12 mètres, ou est-ce que c'est tout simplement une question de surveillance de construction? It's the same difficulty for you? The inspections of our fleet, less than 12 meters is done locally too. Mm-hmm. From 12 meters to 24, we have inspectors from Lisbon. It's most of it they delegate in the maritime authorities to inspect, but if that doesn't happen, between 14 to 24 or more, it has to be by inspectors from from Portugal. I mean, but not Bureau Veritas. It's a governmental authority that does the inspection. Thank you. Just to finish, it's important to positively differentiate the specific needs of the utmost region in the European context. We would like to understand if the applications to this new supports will be made in the same way as the current EMFF. If it happens, it will be bad to our region because it is a too much bureaucratic regime that isn't able to answer the needs of our vessel owners. The Azores Fisheries Federation defends that the requirements for these applications must be appropriate to our reality.
because currently the access to funding has been very conditioned. We also defend the improvement of the compensation measures of additional costs for the outmost regions for the distribution of fishery products aboard. I don't think that happens in the French regions, but we have that in the Azores. And just to let you know, too, that in 2018, we have a regime that supports the definite cessation of the commercial fishing activity by vessels was regulated for vessels under 12 meters. This gives the owner the opportunity, if he wants to leave the activity, he can be compensated. And that's all. Just going to leave our contacts and a final. That's okay, thank you. Okay. So, regarding the calendar and the opportunity of this support, you have already give your recommendation and your plan to the EU Commission. Yes, we've been in touch. We sent all our recommendations regarding to what's our fleet and what the needs are to our fleet. Okay. This issue of the determination of small-scale fisheries, we think it's going to be something that it's very important to look at it. We don't agree, like we were discussing here, we don't agree that they see the outmost regions the way they see. That's why we are looking forward to the creation of the advisory council for the outmost regions. Can be a good tool for discussing these fleet issues. And other issues that we have problems in the outmost regions. Okay, thank you so much. Juste un dernier mot, peut-être, Madame Ribaud, maintenant sur l'enjeu, la prochaine étape. Il y a une date de déterminer ou Comme cela a été rappelé, les lignes directrices, les nouvelles lignes directrices, elles sont liées à la programmation du FEAMP. C'est-à-dire que donc, fin 2020, il y a de fortes chances que les lignes directrices soient modifiées. Donc, pour nous, de toute façon, il faut que les plans soient notifiés à la Commission largement avant 2020, on va dire courant 2020, de façon à ce que la Commission ait le temps de nous poser les questions, qu'on ait le temps d'y répondre et que pour fin 2020, on ait une approbation afin de pouvoir lancer ces programmes. Merci à tous de votre participation. On va avoir une dernière intervention, puis on va aller déjeuner, je crois. Là, tu m'as excité. Oui, enfin, c'est pas comme ça que vous dites en français, mais c'est comme ça que l'on parle chez nous. Pour le FEAMP, comme nous avons discuté il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, la problématique du FEAMP est que le FEAMP a été fait pour les grosses sociétés. Nous, en Guyane française, les petits bateaux, les petits pêcheurs ne peuvent pas accéder au FEAMP. J'ai déjà souligné tout à l'heure la problématique des banques qui n'existaient pas et la papasserie qui nous est demandée pour pouvoir fournir, pour pouvoir atteindre une aide quelconque au FEAMP, sachant qu'il faut payer 100% avant de commencer à rembourser. Et le temps de remboursement est des fois tellement long, c'est que la société, si elle se met à construire son bateau avec la bénédiction de l'État, on se retrouve mort. Donc, là, à mon avis, pour les DOM, pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, peut-être les Açores aussi, puisque nous sommes peut-être dans le même contexte, il faudrait peut-être que la Commission européenne aller voir les responsables de la Commission européenne pour leur expliquer que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'ingéniosité de pouvoir monter des dossiers et pouvoir être opérationnels pour le FEAMP, sachant que nous sommes le plus bas, nous sommes les personnes les plus basses du secteur économique, mais nous avons quand même une puissance économique parce que nous avons encore du poisson et nous pouvons livrer. Et nous pouvons faire. Nous sommes autosuffisants pour nos régions. Et le poisson que l'on veut vendre n'est que le poisson qui a été pêché en surplus. Donc, c'est assez compliqué à pouvoir expliquer aussi rapidement. Mais je peux vous dire qu'une chose, c'est que le FEAMP n'a pas été conçu
pour les DOM ni les TOM, mais tout simplement pour les grosses sociétés françaises ou les grosses sociétés européennes qui ont les moyens de pouvoir se lancer dans la construction de gros tonniers, de gros bateaux, mais nous ne pourrons pas. Monsieur Gualberto est effectivement il est d'accord. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à tous.